Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la philanthropie chez les avocats avec Mathias Feckel, associé fondateur du cabinet Audit Dupré-Feckel. On parlera ensuite de l'administration de la preuve dans le procès civil avec Frédéric Wiesmann, associé fondateur de W Avocat. Et enfin, on parlera de l'avenir fiscal des entreprises avec Jordan Serfati, avocat associé au sein du cabinet DWF. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler philanthropie chez les avocats avec mon invité Mathias Feckel, associé fondateur du cabinet Audit Dupré-Feckel. Mathias Feckel, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de l'action philanthropique de votre cabinet. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'engagement philanthropique du cabinet Audit Dupré-Feckel est indissociable de son activité principale? On est un cabinet qui fait beaucoup de droit international, de l'arbitrage, de la médiation, des sanctions économiques internationales, tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui aussi en partie les problématiques de guerre économique, malheureusement dans un contexte mondial nouveau. Et donc nous sommes totalement engagés dans l'économie internationale. On en voit les bienfaits et on en voit aussi les déséquilibres. Donc on s'est donné comme raison d'être précisément de contribuer modestement à notre échelle à remédier aux déséquilibres divers, environnementaux, économiques, sociaux, migratoires, qui résultent de cette mondialisation. Comment on fait pour remédier à ces difficultés alors? On l'a fait d'abord dès notre création. On est, sauf erreur de ma part, le premier cabinet d'avocats à s'être constitué dès son lancement sous l'égide de la loi Pacte en tant que société à mission. Il y a beaucoup d'autres cabinets qui font de la philanthropie à travers des fonds, des actions diverses du pro bono. Et un des outils concrets pour cela, c'est le fonds de dotation que nous avons créé, que nous animons, que nous faisons vivre et qui permet d'avoir un impact concret avec des actions concrètes. Alors vous évoquez ce fonds de dotation, il a un rôle clé dans votre raison d'être. Comment ça fonctionne? Alors il est déterminant, c'est l'outil, c'est un peu le bras armé de cette raison d'être qui sinon resterait une proclamation. Si vous le permettez, je voudrais d'abord remercier les personnalités extérieures qui nous accompagnent dans cette aventure. Laurence Denervaux et Aude de Montesquieu, qui sont des personnalités qui connaissent très bien les problématiques, enfin tous ces déséquilibres justement dont je parlais tout à l'heure, que ce soit interne ou externe. Elles ont un rôle très important en tant que personnalité dans notre conseil d'administration. C'est au sein de ce conseil que se décide à la fois la stratégie du fonds et sa mise en œuvre. Les trois associés, Pierre Dupré, Mathias Audy et moi-même, y sommes très impliqués. Et les collaborateurs, collaboratrices sont invités à y participer. En pratique, la quasi-totalité vient réunion après réunion et s'y implique elle aussi très fortement. Alors justement, on va revenir sur l'implication des collaborateurs. Comment on fait que les collaborateurs sont engagés dans cette action philanthropique? D'abord, ça leur tient autant à cœur qu'aux associés. Et on est d'ailleurs un cabinet dans lequel il y a assez peu de hiérarchie, hein. On travaille ensemble au quotidien vraiment. Pour les générations plus jeunes que moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça fait partie, me semble-t-il, du sens qu'ils trouvent aussi dans leur travail, du sens peut-être à être dans ce cabinet-là en particulier, de se dire qu'ils, elles, sont impliqués totalement à la fois dans les vrais choix stratégiques, hein, c'est pas juste de la présence aux réunions, on réfléchit, ils nous font changer d'avis, ils nous apportent aussi énormément d'éclairage, et je pense qu'ils se disent à travers ça qu'il y a une cohérence entre leur action de juriste, d'avocat, de défenseur du droit, et puis aussi de citoyens engagés dans des causes qui leur tiennent à cœur. Donc c'est quelque chose vraiment d'important pour ces jeunes générations de se saisir et de faire de vraies actions pour justement défendre les libertés. Il me semble, et je veux les en remercier, leur présence réunion après réunion en témoigne, donc merci à elles, à eux, avec un petit remerciement particulier, si vous le permettez, à Anna Maric qui suit au jour le jour le travail de ce fonds de dotation. Alors on va peut-être revenir sur les actions qui ont été menées par ce fonds de dotation. D'ailleurs, je rappelle que vous avez eu un prix, le Grand Prix de la philanthropie 2024 pour la catégorie Justice et Paix. Pouvez-vous revenir sur ces actions qui ont été récompensées? Alors, ces actions, c'est des actions extrêmement concrètes et nous, on tient beaucoup à ce qu'il y ait un impact réel
et vraiment concret dans la vie quotidienne. Nous avons choisi pour les premières années de notre fonds de dotation de soutenir un programme du Collège de France, le programme PAUSE, qui permet à des chercheurs de venir en France et d'y pratiquer leur discipline. En l'occurrence, ce sont des chercheuses ukrainiennes en droit international et qui, grâce au Collège de France et en partie grâce au fonds de dotation de notre cabinet, peuvent poursuivre leurs recherches. Il nous a semblé absolument fondamental, au moment où s'est déclenchée la guerre en Ukraine, l'agression russe contre l'Ukraine, d'avoir une action. Alors encore une fois, elle est ponctuelle, elle est modeste. En revanche, elle est réelle et concrète. Et donc de soutenir ces recherches en droit international pour des femmes qui ont dû fuir dans les pires conditions la guerre dans leur pays, mais qui ici peuvent continuer à travailler et à enrichir aussi la recherche scientifique. Donc on voit que vous menez des actions très concrètes. Comment vous voyez l'évolution de l'action philanthropique de votre cabinet? D'abord, elle est vraiment inscrite au cœur de notre travail, hein, et dès son lancement, comme je le disais, on a pu abonder progressivement les dotations de ce fonds. Donc c'est le cabinet qui verse des dotations. Depuis le lancement de notre cabinet, la dotation a augmenté de 40% environ. On espère poursuivre la stabilisation de la dotation et à chaque fois que ce sera possible son augmentation en fonction des résultats du cabinet bien sûr. On est très attaché à l'impact. Donc on veillera à ce que cet impact perdure. On s'est fixé aussi comme règle de ne pas soutenir des projets trop longtemps dans la durée. Suffisamment longtemps pour qu'ils puissent déployer leurs effets, mais, et ça c'est vraiment inscrit dans notre fonctionnement, que personne se dise qu'il y a une logique d'abonnement où en fait tout le monde doit se remettre en cause. Nous dans nos actions, mais aussi les destinataires de ces sommes, pour être en permanence à la recherche de nouveaux financements, se diversifier. Donc là, on est en train de regarder, là en ce début d'année, quelles seront les prochaines actions soutenues par le fonds. On a déjà des idées assez précises, mais elles ne sont pas encore... Vous ne voulez pas les dévoiler tout de suite? Je reviendrai avec joie vous les indiquer. Avec plaisir. On va conclure là-dessus. Merci Mathias Feckel. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Audit Dupré Feckel. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler administration de la preuve dans le procès civil. Poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'administration de la preuve dans le procès civil avec mon invité Frédéric Wiesmann, associé fondateur de W Avocat. Frédéric Wiesmann, bonjour. Bonjour. On va faire le point ensemble sur l'administration de la preuve dans le procès civil à l'aune de la jurisprudence. Tout d'abord, comment le droit à la preuve a-t-il été consacré par la CEDH et adopté par la Cour de cassation? Alors, le droit à la preuve découle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. L'article 6, paragraphe 1 est relatif au droit au procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. De cette disposition conventionnelle découle l'exercice des droits de la défense. Toute personne a le droit de se défendre dans le cadre d'un procès et aussi le principe de l'égalité des armes, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre d'une partie par rapport à l'autre, de sorte que justement on puisse respecter ce principe d'égalité. Et de cet article 6, paragraphe 1, a découlé également le droit à la preuve. Alors le droit à la preuve, on en trouve déjà des traces dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision 1993. Plus spécifiquement, ce droit à la preuve a été reconnu dans une décision du 10 octobre 2006. Qu'est-ce que c'est que le droit à la preuve? Le droit à la preuve, c'est j'ai le droit de produire des preuves en justice qui sont pour obtenir le succès de mes demandes, de mes prétentions. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est j'ai le droit à ce que le tribunal ordonne la production de pièces au contradicteur, à l'adversaire, ou encore ordonne une mesure d'expertise. Dans le sillage de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a également fait état de ce principe du droit à la preuve, notamment dans un arrêt du 5 avril 2012. Et c'est alors qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui retient à la fois le droit à la preuve, conformément à la Cour européenne des droits de l'homme.
Et c'est alors que se pose la question de la jurisprudence concomitante de la Cour de cassation sur la problématique de la loyauté dans l'administration de la preuve. Alors, on va justement aborder cette question. Comment le droit à la preuve s'articule-t-il avec ce principe de loyauté que vous venez de rappeler dans l'administration de la preuve? Eh bien, quand on dit droit à la preuve, ça veut dire qu'en fait, on peut tout produire pour faire entendre sa cause et pour parvenir à la manifestation de la vérité. Alors que la loyauté, eh bien, elle commande le respect de certaines règles. La règle, c'est que on ne peut pas produire une preuve qui serait obtenue de manière déloyale, de manière illicite. L'exemple qui est le plus fréquent et qui tente à se développer compte tenu de l'évolution des technologies, c'est évidemment les enregistrements, que ce soit d'entretiens téléphoniques, de conversations dans une coursive, dans un couloir, avec un téléphone qui est dans une poche, une question posée de manière plus ou moins anodine, et puis, ou encore l'enregistrement de conversations téléphoniques. Donc là, on est vraiment dans une situation où la preuve, elle est à la fois déloyale, c'est un enregistrement clandestin, et elle est à la fois illicite, car il n'est pas autorisé de capter un entretien téléphonique à l'insu de son interlocuteur. Et la Cour de cassation, donc, à plusieurs reprises, dans ces différentes chambres, rappelait ce principe de loyauté pour écarter des preuves des débats. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé avec une confrontation et une antinomie entre le droit à la preuve et le respect de la loyauté des débats, la loyauté qui est un principe que le juge doit veiller à faire respecter tout au long de la procédure. Et c'est alors que la loyauté a été affirmée de manière très claire par un arrêt de l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, eh bien, la coexistence de ces jurisprudences qui posaient difficulté a été résolue par un arrêt de l'Assemblée plénière, donc la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, du 22 décembre 2023. Qui a un peu clarifié la situation, si je vous comprends bien. Alors, elle clarifie la situation et elle articule tous les principes. D'abord, il faut saluer le caractère extrêmement pédagogique, didactique de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Et donc, la Cour de cassation retrace les différentes jurisprudences, les différentes problématiques, et on arrive à conclure la chose suivante. Aujourd'hui, c'est le droit à la preuve qui doit permettre de produire toute pièce en justice, y compris si la pièce est obtenue de manière déloyale ou que c'est une preuve illicite. Il n'y a pas d'irrecevabilité en soi de la preuve déloyale ou illicite. C'est-à-dire que le juge ne peut pas l'écarter d'office. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de paradigme? C'est un changement de paradigme parce que toute partie va pouvoir produire tout type de pièces sans se retenir. Et il appartiendra au juge, conformément à ce que dit la Cour de cassation, de veiller à ce que, dans son ensemble, la procédure demeure équitable. Et là, elle pose des critères. Il va falloir vérifier, si c'est demandé, évidemment, au tribunal et au juge. Il devra vérifier si la preuve est absolument indispensable au succès de la prétention, au droit à la preuve. Donc pour la partie qui produit cette preuve illicite ou déloyale, premièrement, il va mettre en balance le droit à la preuve avec les droits auxquels il porte atteinte. Le droit à la preuve peut porter atteinte au secret des correspondances, au respect de la vie privée. Et dans ce cadre-là, il devra vérifier que la production de cette preuve déloyale est strictement nécessaire et proportionnelle avec une analyse de la proportionnalité de la production de la preuve déloyale. Et donc, c'est une vraie révolution parce que aujourd'hui, le plaideur est libre vraiment dans la production de sa preuve. Elle sera admise ou elle sera écartée, mais il ne perd rien et il peut tenter sa chance en produisant une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite. Pour conclure, peut-être un mot sur les conséquences pratiques dans la gestion quotidienne des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises nous regardent sur Bismart for Change. Alors, il y a d'énormes conséquences. Quand on est par opposition, vous savez qu'en matière pénale, la preuve a toujours été libre. Bien sûr. Par opposition à ce qui existait avant cette jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Et là, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Par principe, on doit toujours veiller à toute parole prononcée. Mais là, il faut être extrêmement vigilant parce que dès lors que potentiellement il y a un litige en germe, toute parole prononcée est susceptible d'être enregistrée sans qu'on le sache. Et aujourd'hui, les moyens d'enregistrement et la technologie permet d'une captation qui soit extrêmement discrète. Et du coup, vous vous retrouvez ensuite dans un procès où on vous produit un enregistrement que vous n'aurez pas anticipé. Ça veut dire aussi donc cette vigilance qui doit être totale. Bien sûr. De l'autre côté, lorsqu'il y a un litige qui est en germe, si on veut maîtriser les éléments de la discussion, eh bien, privilégier le support écrit, ça peut être le mail, la lettre. Ensuite, l'autre chose, si on veut s'assurer d'un sas de confidentialité, eh bien, ce sont les échanges entre avocats qui sont couverts au titre de la protection du secret professionnel qui, lorsqu'il est violé, constitue une infraction pénale. Et l'autre possibilité, c'est aussi dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation telle qu'elle est prévue par le Code de procédure civile, eh bien, vous avez une confidentialité qui est protégée. Donc, voilà. Et le dernier point aussi, c'est que, en fait, selon le côté où on se trouve, c'est-à-dire que si parfois on n'arrive pas à obtenir de la preuve et qu'on veut susciter de la preuve, alors là, il peut y avoir toute une tactique pour essayer de faire accoucher son interlocuteur d'une information, de la révélation de faits pour lesquels on ne dispose pas de preuves. Mais il faut faire veiller et être très vigilant sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de chantage. Dans l'échange que vous avez avec votre interlocuteur, le chantage est sanctionné pénalement. Et le chantage, c'est de dire, écoute, il faut que tu me dises parce que sinon, moi, je vais me plaindre et j'ai des révélations à faire qui porteront atteinte à ton honneur, à ta considération. Et là, c'est une infraction pénale. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Wiesmann d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet W Avocat. Je vous remercie infiniment de votre invitation. À bientôt. Quel avenir fiscal pour les entreprises? On en parle tout de suite avec mon invité, Jordan Serfati, associé au sein du cabinet DWF. Jordan Serfati, bonjour. Bonjour Arnaud. Le budget 2025 n'a pas pu être adopté avant le 31 décembre dernier. Quelles sont les circonstances de cette situation exceptionnelle? Alors en premier lieu, cette circonstance est due à la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été annoncée par le président de la République en juin dernier. Du fait de cette dissolution, le Parlement s'est retrouvé fragmenté et il en résulte une instabilité politique. Le gouvernement Barnier n'a pu être nommé qu'en septembre et le projet de loi de finances pour 2025 n'a pu être déposé qu'en octobre. De sorte que les parlementaires ont eu un temps très court pour ensuite débattre de ce projet. L'autre raison de ce blocage est que le gouvernement Barnier a été pris entre, d'une part, des parlementaires qui trouvaient les mesures fiscales de ce projet trop timides, et d'autres parlementaires qui trouvaient qu'au contraire, elles étaient attentatoires aux entreprises. Et donc, très vite, s'en est traduit une situation de blocage. Michel Barnier a dû emprunter la procédure du 49.3 de la Constitution et engager la responsabilité du gouvernement. Les parlementaires ont voté une motion de censure qui a été adoptée le 4 décembre 2024. De ce fait, le gouvernement Barnier est tombé et les discussions sur le projet de loi de finances pour 2025 ont été suspendues. Face à cette situation, et pour éviter une paralysie des administrations, une sorte de shutdown à l'américaine, le gouvernement a décidé de prendre dans l'urgence une loi spéciale qui a été votée et publiée au journal officiel le 21 décembre 2024. Donc face à cette situation inédite, on vote une loi spéciale. Que prévoit-elle? Alors cette loi spéciale est très succincte. Elle contient 4 articles et en substance, elle se contente d'autoriser l'État à percevoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'État et également à emprunter sur les marchés financiers
pour financer les dépenses publiques. Et donc le seul et unique objet de cette loi, d'un point de vue fiscal, est de proroger en quelque sorte la loi de finances pour 2024 sans pouvoir créer de mesures fiscales nouvelles. Il n'y a donc aucune hausse d'impôt dans cette loi. Alors, on va s'intéresser maintenant aux entreprises. Quelles sont les conséquences de cette situation pour les entreprises? Alors, de manière très court-termiste, il y a une conséquence qui est positive, c'est que les entreprises qui étaient visées par les hausses d'impôts prévues dans le projet Barnier, eh bien, pour l'instant, ont un répit. Bien sûr. Certaines entreprises ont même accéléré, anticipé des distributions de dividendes avant le 31 décembre 2024 pour pouvoir faire bénéficier à leurs actionnaires de l'imposition à un taux connu, sans subir des éventuelles augmentations qui pourraient survenir dans le cadre de l'adoption d'une loi en 2025. Mais ce qu'on peut dire de manière plus générale, c'est que cette situation d'instabilité, d'incertitude est préjudiciable au tissu économique. Les entreprises l'ont exprimé par la voix du président du MEDEF, Patrick Martin, qui s'est exprimé et qui a indiqué que la plupart des entreprises sont dans une position attentiste et que même certaines d'entre elles ont mis en suspens des décisions d'investissement. Donc si cette situation perdure, ce sera évidemment néfaste pour notre tissu économique, pour nos PME, pour nos startups. On comprend que l'économie est au ralenti du fait du non-vote du budget. Donc on est dans l'attente, mais évidemment, le projet de loi de finances va finalement être adopté prochainement. Est-ce qu'on doit s'attendre à la reprise des mesures qui étaient prévues dans le projet de loi de finances initial, ou est-ce qu'on peut s'attendre également à des hausses d'impôts? Alors on sait que le gouvernement Bayrou privilégie une reprise du projet initial, donc une reprise des débats sans dépôt d'une nouvelle loi qui écraserait la précédente. Donc les mesures qui étaient dans le projet initial seront rediscutées. Donc le processus législatif reprend son cours. Dans ces mesures, on a deux mesures phares. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et la contribution différentielle sur les hauts revenus. Les deux principales mesures. On aura d'autres mesures qu'il faudra aussi suivre pour certaines entreprises dans certains secteurs, comme par exemple le transport maritime. On a aussi le rachat d'actions qui sera taxé et qui concerne là aussi les entreprises cotées. On pourrait aussi avoir de nouvelles mesures. Et là, le ministre de l'économie et sa ministre chargée des comptes publics ont d'ores et déjà indiqué dans la presse qu'il fallait s'attendre potentiellement à des nouvelles hausses d'impôts. Déjà, des mesures permettant une sorte de rattrapage des recettes qui n'ont pas pu être perçues en 2025, qui auraient été perçues en 2025 si la loi de finances avait été votée. La contribution sur les revenus des grandes entreprises, par exemple, n'a pas été votée, donc elle ne s'appliquera pas. Mais un mécanisme est à l'étude pour pouvoir élargir la base de cette imposition et que l'État puisse se rattraper de cette manière. D'accord. C'est à peu près 50 milliards d'euros, c'est ça, qui sont estimés? Les 50 milliards d'euros, c'est en totalité, mais comme des nouvelles hausses d'impôts sont à prévoir, on peut imaginer que ce montant va s'alourdir du fait des tractations qui ont lieu en ce moment avec les partis de gauche. On peut imaginer que de nouvelles hausses d'impôts seront décidées. Et dans ce cas-là, elles seront décidées dans le cadre d'une autre loi, donc qui sera proposée très probablement par le gouvernement Bayrou, une loi de finances rectificative. Est-ce que les mesures pourront s'appliquer rétroactivement? Alors, c'est un sujet complexe. On peut penser que le gouvernement évitera d'emprunter la voie de la rétroactivité. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'année civile a expiré et qu'aucune loi de finances n'a pu être adoptée, il est compliqué de faire rétroagir une loi de finances au-delà de cette date butoir du 1er janvier. Il existe certaines dérogations, mais
tout prête à croire, au regard des différentes prises de parole des ministres, que cette voie de la rétroactivité ne sera pas empruntée. Toutefois, il faut porter quelques atténuations à cela. La première atténuation, c'est que des mesures favorables aux contribuables, rétroactives, pourront s'appliquer. On pense à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, qui pourra être décidée et applicable à compter du 1er janvier. On peut aussi avoir à l'esprit le communiqué du gouvernement en date du 31 décembre qui se ménage la possibilité d'une rétroactivité sur certaines mesures. Les mesures concernées sont plutôt des mesures favorables aux contribuables ou des mesures interprétatives. Donc on peut se rassurer comme cela. Mais il y a quelque chose d'un peu plus inquiétant, c'est que le ministre de l'économie a d'ores et déjà annoncé que Bercy était en train de réfléchir à des mécanismes de rattrapage, ce que j'expliquais il y a quelques instants, c'est-à-dire permettre à l'État, d'une autre manière que par la rétroactivité, de percevoir les recettes qui auraient dû s'appliquer si la loi avait été votée dans les temps. Et donc, pour la contribution sur le revenu, l'idée, c'est d'élargir la base. On n'a pas encore tous les éléments de ce mécanisme, mais nul doute qu'on aura un peu plus de précision dans les prochains jours. Ben, on va suivre tout ça avec attention. Merci Jordan Sarfati d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet DWF. Merci Arnaud. C'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.